Il y a un an, jour pour jour, on mettait en ligne la toute première capsule de Topsicle Cinéma. Ou plutôt nos 3 premières capsules. Et depuis, c'est 68 vidéos auxquelles vous avez apposé vos petits pouces en l'air et des milliers de commentaires. Plus incroyable, vous êtes maintenant plus de 50 000 Topsicleurs à nous suivre et à nous faire des suggestions de capsules chaque semaine. Et pour ça, on ne vous dira jamais assez merci. Et comme manière de se faire une petite tape dans le dos à nous-mêmes, aujourd'hui on a décidé de faire le plus Topsicle des Topsicles. Et oui, vous l'avez deviné, pour notre premier anniversaire, Topsicle vous présente le Topsicle des 11 meilleurs épisodes de Topsicle! Non, c'est pas une blague. Attachez bien vos ceintures, c'est parti pour 1 heure de pur bonheur. Allez, hop! Une maman, c'est épique. Ça travaille d'arrache-pied 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'année longue. Des fois seule à la maison, des fois avec de l'aide, des fois par choix ou bien encore par sens du devoir. La terre entière doit respect à nos mères. Et aujourd'hui, chez Topsicle Cinéma, on rend hommage aux mères du grand écran en vous présentant 11 répliques épiques de mamans épiques. On compare souvent les mamans à des super-héros. Mais à quoi est-ce qu'on peut comparer notre mère quand elle est vraiment un super-héros? Faut dire que Hélène Parr, alias Elastofille, est une maman du tonnerre. Elle a du caractère, du courage et à l'occasion, elle a le bras long. Et quand vient le temps d'expliquer les choses de la vie à ses enfants, Hélène ne prend pas de détour. Vous vous rappelez les méchants que vous regardiez dans les émissions du samedi matin? Eh bien, ces méchants-ci ne sont pas comme ceux de la télé. Ils ne feront pas d'exception parce que vous êtes des enfants. Ils vous tueront s'ils en ont la chance. Alors, vous ne leur donnerez pas cette chance. C'est peut-être un peu violent, mais je pense que les enfants ont compris. Si Forrest Gump a réussi à faire autant de choses dans la vie, c'est assurément grâce à sa maman. Elle a toujours eu à cœur le bonheur de son petit Forrest. Et c'est pas un léger handicap mental qui va empêcher son fiston d'être heureux. Oh ça non! La spécialité de sa maman, ce sont les petites phrases et les conseils qu'elle lui donnait sans cesse. Mais la meilleure citation d'entre toutes est celle que tout le monde connaît. Sur son lit de mort, Madame Gump nous donne son fameux dicton. La vie, c'est une boîte de chocolat, Forrest. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ça, c'est bien vrai, Madame Gump. Ah, que je vous aime. Des fois, les mères biologiques sont pas nécessairement les meilleures. C'est alors l'occasion pour d'autres figures maternelles de faire leur apparition, comme dans le film La couleur des sentiments. Dans ce film, la nounou Abeline prend le relais sur l'éducation maladroite de sa patronne Elizabeth. Abby répète à plusieurs reprises à la petite fille de Elizabeth cette fameuse phrase. Tu es gentille, tu es sage, tu es importante. Elle sait que cette pauvre enfant a besoin d'amour et d'affection parce que sa mère, on va se le dire, est pas très bonne. Il y a pas juste les mères qui sont géniales, il y a aussi les belles-mères. Bon, ok, d'habitude au cinéma, elles ont pas très bonne réputation, mais c'est définitivement pas le cas dans le film La Mélodie du bonheur. Fräulein Maria est pleine de sagesse et de bons conseils envers ses enfants adoptifs. Et lorsque sa fille aînée adoptive lui parle de son petit copain nazi, Maria n'hésite pas à lui dire qu'il serait sage d'attendre avant de se marier. Tiens. Sache attendre. Les filles, il faut que je travaille à temps plein. Vous le savez, ça. Il faut que je sois une maman et un papa. Être une mère monoparentale est un gros défi. Et encore là, défi est un mot faible. Et être une mère monoparentale noire dans les années 60, c'est encore pire. Non seulement il faut se battre pour être présente pour ses enfants, mais il faut aussi se battre constamment contre les préjugés des Blancs, mais aussi des hommes en général. Nous sommes 20 femmes noires, intelligentes et hautement qualifiées qui travaillons dans notre groupe. Et nous sommes fiers de faire notre part pour notre pays. Alors oui, ce sont des femmes qui font ce travail à la NASA, Monsieur Johnson. Et ce n'est pas parce que nous portons des jupes. C'est parce que nous portons des lunettes. Bonne journée. Oh, wow! Il se l'est fait dire en tabarouette! Sarah Connor en a vu de toutes les couleurs. Et malgré tout ce qu'elle a vécu, elle reste avant tout une mère. Ainsi, quand son fils vient la sauver de l'hôpital psychiatrique, elle trouve quand même le tour de chicaner fiston. John, ça a été stupide de venir jusque-là. Nom de Dieu, tu dois être plus intelligent, tu as manqué de te faire tuer. À quoi tu as pensé? Ma mère aussi, elle me disait de faire des choix intelligents et d'être prudent. Sauf que moi, j'avais pas à sauver l'univers. Personne n'a demandé à Kala d'aller sauver le petit humain pris au fin fond de la jungle. Et personne ne lui a demandé non plus de le prendre sous son aile et de l'élever comme son propre enfant. Mais l'instinct maternel semble être plus fort que tout et rien ni personne ne l'empêchera de prendre soin du petit Tarzan.
As-tu compris, Karchak? Pourquoi toutes ces larmes? Tout ira très bien. Dépose ta main dans ma main. J'écarterai pour toi tous les dangers. Ne pleure pas, je suis là. C'était déjà pas facile pour Ripley dans le premier film de Alien. Alors dans le 2, quand les aliens reviennent la hanter, on peut comprendre qu'elle en a plein son casque. En plus, dans le second épisode de la série, Ripley crée un lien affectif avec une petite fille abandonnée sur la planète que les humains ont tenté de coloniser. Une espèce de relation mère-fille est en train de se tisser entre les deux, ce qui fait que lorsque la reine des bébites décide de s'en prendre à la petite, Ripley prend les grands moyens. Ne la touche pas, sale pute! On connaît tous la célèbre réplique choc de Dark Vador. Non, je suis ton père. Mais c'est pas juste les pères qui ont le droit de faire ce genre de révélation masquée. Les mères aussi ont le droit. Et c'est exactement ce qui arrive dans le film Dragon 2. On se connaît tous les deux? Non, tu n'étais qu'un bébé à l'époque. Mais... Mais une mère n'oublie jamais. Et cette maman, même si elle a abandonné sa famille avant même que son fils puisse reconnaître son visage, elle est pas mal badass et a dévoué sa vie à dresser et sauver toutes sortes de dragons à travers le pays. Des mamans dévouées, il y en a partout, même en banlieue de Montréal. Et au cinéma, la plus dévouée d'entre toutes est sans doute Diane, la maman de Steve dans le film Mommy. Di, elle a du chien, du mordant et pas mal de réparties. Et son fils, même si c'est un garçon à problème, c'est sa chair et elle l'aime de toute son âme. Donc, quand on tente de l'inciter à l'abandonner, C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut le sauver. Di redouble d'espoir pour lui. Les sceptiques seront confondus. Comment passer à côté du moment le plus épique de toute la saga Harry Potter? On connaît Molly Weasley comme étant la maman attendrie et attentionnée de la famille de Ron. Elle a le ton dur, mais son cœur est fait en chocolat. On a donc tous été jetés par terre quand son instinct maternel a pris complètement le dessus quand Bellatrix s'est mise à menacer sa fille. Pas ma fille, espèce de garce! Que ce soit dans l'espace, sur un dragon dans les années 60 ou en Alabama, les mamans, elles sont importantes et on vous aime de tout notre cœur. Et ça, on vous le dit pas assez. Allez serrer vos mères et vos grands-mères dans vos bras. Mais juste avant, abonnez-vous à Topsicle Cinéma. Au revoir! Généralement, une fois qu'un scénario est terminé, on essaie de le respecter au maximum, mais ça arrive que sur la table de montage, on réalise qu'une scène est peut-être finalement trop longue, qu'elle ajoute rien, qu'elle ralentit trop le film, ou tout simplement on décide de l'enlever pour changer l'histoire. Eh bien nous, on est allé déterrer ces scènes jetées aux oubliettes pour vous divertir pour au moins, 5 ou 6 minutes? Alors attrapez votre popcorn, Topsicle Cinéma vous présente 11 scènes supprimées de vos films préférés. Et juste en passant, sur notre vidéo des scènes d'après-générique, on a reçu ce commentaire de Tate Langdon qui nous a fait remarquer qu'on avait oublié une scène à la fin du générique de Deadpool. It's over. Go home. Ok, c'est bon, on y va. Le film dérivé de la série Harry Potter Animaux Fantastiques regorge de scènes supprimées. Au final, on les a retirées parce qu'elles n'ajoutaient pas grand-chose à l'histoire ni même à la progression des personnages. On a déjà parlé d'une de ces scènes que vous pouvez aller voir sur notre Topsicle des secrets de Animaux Fantastiques juste ici. Mais on vous avait pas parlé par contre de cette scène-là, qui nous montre que le nommage Jacob avait une fiancée qui attendait inlassablement son retour de la banque. Au final, ça change pas grand-chose de savoir ça parce que de retour à son domicile, Jacob a l'air tout aussi découragé qu'il l'était avant de se faire laisser là. Pardon, grand-mère. Au tout début du Retour du Jedi, on aurait dû apercevoir Luke alors qu'il construisait son nouveau sabre laser. C'est intéressant, mais ça n'apporte absolument rien à l'histoire, contrairement à la prochaine scène. Plusieurs personnes se sont demandé comment ça se faisait qu'Obi-Wan n'avait jamais dit à Luke que Vador était son père. Dans une scène supprimée du Retour du Jedi, on aurait pu apprendre pourquoi. Obi-Wan would have told you long ago had I let him. Donc c'est la faute à Yoda, petit sacripant. Le film Je suis une légende avec Will Smith dans le rôle de Robert Neville était un excellent film jusqu'à ce que les bibites en images de synthèse arrivent. Arc, que c'est ça? Outre l'aspect douteux des zombies, la fin était émouvante. Se faire exploser pour sauver l'humanité. Ah, cute, cute, cute. Mais une version alternative du film montrait les monstres comme étant des êtres capables de ressentir et de réfléchir, contrairement à ce que Robert Neville avait conclu. Dans la fin alternative, on réalise que le mâle alpha, en train d'essayer de défoncer la porte, veut seulement récupérer sa fille. Neville décide donc de la leur retourner et réalise à ce moment-là que tous les mutants qu'il a enlevés et tués à travers les années étaient des êtres capables de penser et d'avoir des sentiments.
Je sais pas trop qu'est-ce que je préfère comme fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Quentin Tarantino aime ça s'étendre longuement dans ses films. Et avec Kill Bill, il s'est tellement étendu qu'il a dû le faire en 2 parties. Et non seulement ça, mais en plus il a coupé tout un personnage et son arc narratif de la version finale. Dans cette version du scénario, Bill était censé rencontrer Michael J. White et nous donner un violent duel. Dommage pour les plus fans qui voudraient une version super longue et allongée du film, faut se contenter de la scène dans les suppléments DVD. Aladdin est un film de Disney qui a marqué toute une génération. Et en version originale, c'était le sublime Robin Williams qui faisait la voix du génie. Tout un travail à animer par après parce que Robin aime beaucoup improviser. Tellement que les réalisateurs ne savaient plus laquelle de ses blagues intégrer et que les animateurs ont fini par en animer plusieurs. So tell me, when your life passed in front of your eyes, did you go, I'm not that interesting? Repose en paix, mon Robin. T'étais un génie de la comédie, puis un vrai à part de ça. On a critiqué Peter Jackson pour avoir étiré la sauce avec la trilogie du Hobbit. Mais avec Le Seigneur des Anneaux, Peter a beaucoup compressé. Il a dû couper une quantité incroyable de scènes pour que les films aient une longueur respectable. Et on s'entend, la trilogie dure quand même 9h20. Et dans le film Les Deux Tours, il y a une scène importante où on voit ensemble Boromir, son frère Faramir et leur père Denethor. Une scène assez importante parce qu'on comprend mieux leur relation et que le désir de Boromir d'obtenir l'anneau venait d'abord et avant tout de son père. Mais bonne nouvelle, pour voir cette scène, vous n'avez qu'à vous taper la trilogie en version rallongée qui ne dure seulement que 12h20, voyons donc! Dans le dernier chapitre de la série Harry Potter, la situation devient de plus en plus grave et dangereuse pour l'entourage de Harry et sa famille se voit obligée de déménager. Dans une scène supprimée, on aurait pu voir le début d'un peu d'humanisme de la part de sa tante Pétunia et de son cousin Dudley, quelque chose qu'on pouvait constater dans les livres, mais qui a été oublié dans les films. Dommage. Les grands fans de X-Men ont été déçus de ne jamais apercevoir Wolverine dans son iconique costume jaune et bleu. Non, Hugh Jackman, lui, préfère le cuir. Mais à la fin du film Le Wolverine, on était censé voir une scène où Logan se fait offrir un nouveau costume par Yukio, laissant présager qu'on pourrait éventuellement le voir dans son classique habit. Mais ce ne fut jamais le cas. Oh, la grosse déception. Voyons, on prend pas ça de même. Disney est habitué de nous offrir des scénarios assez dark quand on est jeune. Beaucoup de parents décédés, entre autres. Et dans Le Roi Lion, un des meilleurs films de Disney encore à ce jour, on avait prévu une fin beaucoup plus sombre. On rappelle la fin. Scar se met dans la même position qu'il était avec Mufasa et confesse le meurtre à Simba, qui lui saute dessus enragé et donne Scar à manger aux hyènes. Dans la première version du scénario, Scar lançait Simba dans le feu et, croyant l'avoir tué, se mettait à rire avant d'être brûlé vif par les flammes. Tellement joyeux Disney. Et dans les deux cas, moi je suis pas mal traumatisé. Dans le film X-Men Apocalypse, on a dû attendre la quasi-fin du film afin de voir Scott Summers avec son classique viseur. Mais dans une scène supprimée, on peut voir Beast lui offrir le viseur afin de remplacer ses lunettes de soleil. Peut-être moins stylé, le viseur offre toutefois plus de contrôle sur son tir laser. Petit clin d'œil aux fans, Scott fait sans le savoir une blague sur son futur nom de X-Men. I just hope the other kids don't start calling me Cyclops. Il y a tout un tas de scènes supprimées du 7e opus de Star Wars, Le Réveil de la Force. Mais notre scène préférée est de loin celle où Rey retrouve Unkar Plutt sur la planète de Maz. Unkar veut faire payer Rey pour le vol du Faucon Millenium, mais Chewie vient à la rescousse. Et vous vous rappelez de ce que disait Han dans l'épisode 4? Faut dire qu'un droïde, ça n'ose pas broyer les bras de son adversaire lorsqu'il perd au jeu. Alors que les Wookiees, eux, ils s'en privent pas. Eh bien, on peut voir ça en action juste ici. Dommage qu'il ait enlevé, c'est tellement cool! Qu'est-ce que vous pensez de ces scènes coupées-là? Vous les auriez gardées, vous? Ou peut-être qu'il y en a qui auraient dû être coupées mais qui sont restées? Discutez en bas, ça nous intéresse toujours. Alors abonnez-vous, peut-être que votre commentaire sera dans un prochain Topsicle. En plus, on en fait plein chaque semaine. Alors à la prochaine, chers procrastinateurs! C'est dur de savoir quand une opportunité est la bonne à prendre ou quand il faut la laisser passer. Si jamais vous regrettez des décisions que vous avez prises dans votre vie, dites-vous que les grandes stars d'Hollywood sont aussi pires que vous. Elles rotent, elles pètent et elles passent à côté des plus belles occasions de leur vie. Voici donc un Topsicle de 11 acteurs qui sont passés à côté de rôles majeurs. Oups! Imaginez ça 2 secondes. Gandalf aurait pu être joué par Sean Connery. Wesh! Touchez pas à mon Ian McKellen! En effet, on a proposé à l'ancien 007 de camper le rôle du mythique magicien gris. On lui avait même proposé un faramineux salaire avec 15% des recettes totales du film. Difficile à refuser. Et vous savez pourquoi il a dit non? Après avoir lu le scénario et même les livres, monsieur ne comprenait pas l'histoire. S'il avait accepté, il aurait fait 160 millions. Vous pensez qu'il le regrette? Ben même après avoir vu le film, il comprend pas plus. Eh ben, pour jouer le rôle du légèrement déficient Forrest Gump,
On avait d'abord songé à Bill Murray et John Travolta, qui lui a carrément refusé puisqu'il ne croyait pas au succès du projet. Ha! 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 C'est sûr que 6 Oscars, dont celui du meilleur acteur, c'est pas un très gros succès. T'en as combien déjà des Oscars, Johnny? Ah, c'est vrai, aucun! Encore une fois, un acteur qui a pas très bien compris le film. Le rôle de Neo, l'élu dans La Matrice, aurait pu revenir à Will Smith, mais il a dit non. Il a manqué la chance d'être la vedette d'une trilogie qui engendrerait plus de 560 millions de dollars. Il a dit qu'il aurait ruiné le film parce qu'il aurait eu tendance à surjouer et qu'il n'était pas encore assez mature comme acteur. En entrevue, Will Smith a affirmé que selon lui, La Matrice est un concept de film dur à vendre. C'est sûr que si on te dit que La Matrice c'est l'histoire d'un gars qui vit dans un ordinateur et qui découvre comment accéder au code de triche pour sauver l'univers et plier des cuillères, c'est pas très vendeur en effet. La prélogie de Star Wars. Un scénario de qualité, juste assez d'images de synthèse, mais pas trop, des dialogues subtils et des acteurs talentueux. Je vous déteste! D'ailleurs, saviez-vous qu'avant de considérer Hayden Christensen, on avait aussi pensé à Leonardo DiCaprio? Un bien meilleur choix selon nous parce que de 1, c'est un bon acteur, et de 2, il ressemble bien plus au petit Anakin de l'épisode 1. Bref, Léo a eu quelques rendez-vous avec George, mais il avait un peu peur du genre de célébrité instantanée que le rôle de Dark Vador allait lui apporter. Il préférait de loin des collaborations avec Scorsese ou Spielberg, et en même temps, qui peut l'en blâmer? Il est pas très du genre super-héros ni Jedi, notre petit Léo. Dur d'imaginer quelqu'un d'autre à la place de Daniel Craig pour jouer le froid et efficace agent 007 des temps modernes. On avait pourtant approché Hugh Jackman pour le rôle, mais avait dû refuser parce qu'il se préparait pour la nouvelle série des films de X-Men. Il a également dit qu'il adorerait avoir ce rôle, mais qu'il avait peur que ça le limite dans le futur parce qu'on aurait tendance à l'associer qu'à ce rôle. Minute. Peur d'être trop associé à un rôle majeur? Oh, l'ironie. Croyez-le ou non, George Lucas ne voulait pas de Harrison Ford pour jouer Indiana Jones. Il avait d'abord pensé à Tom Selleck. Écoute, chacun ses goûts. L'équipe de production s'était même lancée assez loin dans le processus et avait effectué des screen tests avec Sean Young. En fin de compte, Selleck a dû annuler parce qu'il avait déjà filmé l'épisode pilote de la série Magnum et était incapable d'annuler son contrat. La série lui a valu un Emmy, certes, mais rien comparé à la franchise de 1,8 milliard de Indiana Jones. George Lucas dit ne pas regretter son choix final de Harrison Ford et on ne peut plus d'accord. Gravity a eu un incroyable succès à sa sortie, par ses effets, sa réalisation et ses acteurs talentueux. Et dans le rôle de Ryan Stone, joué par Sandra Bullock, on avait pensé à Angelina Jolie. Par contre, c'est son agent qui lui a déconseillé de prendre le rôle. Très dommage parce qu'en plus, elle était le premier choix du réalisateur Alfonso Cuarón. Pas très contente après le succès phénoménal du film, elle a demandé à son gérant de boîte d'aller se trouver d'autres actrices et pour retourner le fer dans la plaie, c'est elle qui a présenté le prix du meilleur réalisateur à Alfonso pour Gravité aux Oscars. Aïe aïe! Nicolas Cage est connu pour ses rôles de qualité tous joués avec subtilité. Bon, ok, peut-être pas. C'est donc pour sa personnalité un peu déjantée qu'on lui a proposé de jouer le Gobelin Vert dans le film de Spider-Man de 2002. Les studios se sont également tournés vers John Malkovich et John Travolta avant de donner le rôle finalement à Willem Dafoe. Des regrets, Nicolas? Peut-être. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est rattrapé au niveau des anti-héros avec son rôle de Big Daddy dans Kick-Ass. Que dire de notre grand sage barbu préféré? Non, pas Gandalf, Dumbledore. Quoique dans ce cas-ci, la différence aurait été très mince. Après le décès de Richard Harris, le premier acteur à avoir joué le rôle du grand directeur de Poudlard dans les 2 premiers films, le rôle a été offert à Ian McKellen. En plein tournage du Seigneur des Anneaux, ce n'était tout simplement pas faisable. Mais de toute façon, Ian se sentait pas à l'aise vu que Richard avait dit de lui qu'il était un piètre acteur. Ça aurait été ironique, quoique déplacé de prendre sa place par après. Et dans tous les cas, il préfère de loin être Gandalf, le vrai badass barbu d'origine. Ne passerez pas! Le Silence des agneaux est un véritable classique parmi les cinéphiles, et bien qu'il serait difficile d'imaginer quelqu'un d'autre en tête d'affiche que Jodie Foster et Anthony Hopkins, le réalisateur du film était apparemment très réticent à engager Jodie. Sa favorite aurait été plutôt Michelle Pfeiffer, qui aurait refusé parce qu'elle était préoccupée par le caractère sombre du scénario. À noter qu'elle a également refusé Basic Instincts et Pretty Woman. Pas un très bon flair, Madame Pfeiffer. Et en effet, elle trouve qu'elle a pas un très bon sens des affaires. Elle a toujours tort! Elle regrette spécialement l'opportunité du Silence des agneaux parce qu'elle aura manqué une occasion de travailler une nouvelle fois avec Jonathan Demme, avec qui elle avait travaillé sur Veuve mais pas trop. Et finalement, le film de l'heure, La La Land. Et aussi La Belle et la Bête, 2 films musicaux très attendus. Eh bien, saviez-vous qu'Emma Watson a refusé de faire La La Land pour plutôt faire La Belle et la Bête? Et non seulement ça, Ryan Gosling a refusé de faire La Belle et la Bête pour plutôt faire
Et oui, vous l'avez deviné, La La Land. C'est finalement Emma Stone qui aura remplacé Emma Watson et Dan Stevens, allô, qui aura remplacé Ryan Gosling. Non mais pour l'amour, c'est un tout petit monde ça, Hollywood. On peut pas toujours savoir quand on est sur le point de manquer un grand coup. Des fois, on manque le train et on doit attendre le prochain. Un de perdu, 10 de retrouvé. Et plein d'autres dictons merdiques dans le même genre pour nous faire oublier le fait qu'on aurait pu faire partie d'un film mythique. Dites-nous ce que vous pensez de notre liste. Peut-être que des premiers choix que vous auriez vous-même préférés. Personnellement, Leonardo en Anakin ça aurait été tellement meilleur. Commentez en bas, abonnez-vous et surtout, continuez de procrastiner. Quand on n'est pas anglophone, une éternelle question a traversé les années quand vient le temps de regarder un film, en version originale ou doublée. Comme c'est pas tout le monde qui est bilingue, il est crucial d'offrir un travail de maître en matière de doublage, ce qui fait qu'à l'occasion, on peut avoir des résultats assez farfelus. Et en l'honneur de la semaine Star Wars, on repasse avec vous sur 11 drôles de traductions dans les versions françaises de la Guerre des Étoiles. L'épisode 4 est le pire des épisodes en ce qui a trait aux traductions. En même temps, c'est normal, Star Wars était qu'un petit film de série B et personne n'avait d'attente quant à son succès. Les traducteurs ont donc pris un peu plus de liberté qu'à l'habitude. Et on commence avec le Faucon Millennium, ou plutôt, le Millennium Condor. Vous n'avez pas entendu parler du Millennium Condor? Quoi, j'aurais dû. Bon, c'est un peu bizarre, mais en même temps, un oiseau, c'est un oiseau, hein. Ça aurait pu être pire. On aurait pu avoir le pigeon millénaire ou même le Millennium Perruche. De toute façon, les versions françaises se sont ajustées à l'épisode 5 et c'est devenu Faucon Millennium. Mais on s'en fiche de l'hyperpropulsion du Faucon Millennium, elle est réparée. On le connaît généralement sous le nom de C3PO, mais dans la version française, on parle en fait de Z6PO. Moi, je m'appelle Z6PO, interprète des données cyborg. 6PO! Capitaine, si je peux émettre un avis, Mon avis ne nous intéresse pas, 6PO. Sauf que là, dans la série d'antépisodes, il est redevenu C3PO. Moi, c'est C3PO, relation humano-cyborg. Alors comment on explique ça dans l'univers de Star Wars? Eh bien nous, on théorise qu'il aurait pu changer de code après l'effacement de sa mémoire. Le droïde protocolaire doit être reprogrammé. Quoi? Oh non! Rendu à l'épisode 7, par contre, on pouvait pas encore le rebaptiser C3PO et faire comme si de rien n'était. Eh bien, les traducteurs ont trouvé une belle manière de tout remettre en ordre tout en faisant un clin d'œil aux premières traductions. C'est moi, C3PO, jadis 6PO. Ah, voilà! Tout est bien qui finit bien. Quand est venu le temps de nommer les armes de l'univers de Star Wars, les Français se sont pas cassés la tête, on a juste rajouté laser à la fin d'un nom d'arme normal. Ainsi, lightsaber est devenu sabre laser et blaster est devenu pistolet laser. Ça vaut pas un bon pistolet laser. C'est peut-être un peu bizarre, mais c'est toujours moins bizarre que George Lucas qui dit épée laser. Le gouverneur Tarkin est le supérieur direct de Dark Vador. Joué par Peter Cushing et récemment recréé en image de synthèse dans Rogue One, il impose le respect peu importe où il met les pieds. En français, les traducteurs ont dû penser que Tarkin était pas assez menaçant. C'est donc devenu Tarkan. Seigneur Tarkan. Ce qu'on explique moins, c'est que son titre de gouverneur est devenu tout simplement Seigneur. Ce qui le met sur un pied d'égalité avec Vador, alors qu'il est censé être son supérieur. Mais tout est revenu à la normale dans Rogue One. C'est le gouverneur Tarkin qui a eu l'idée de cet essai. La princesse Leia refuse de coopérer et de révéler la position de la station rebelle. Qu'à cela ne tienne, le seigneur Tarkan a une idée. Détruire sa planète d'origine. Et comment elle s'appelle, sa planète? Alderaan? Non, Alderaan des Pacifiques. Eh oui, question de sonorité, la planète s'appelle plutôt en français Aldorand. Peut-être pas super utile, mais ça sonne bien. Une de nos traductions préférées et une des plus absurdes à notre avis est celle de Chewbacca. Et oui, vous l'aviez peut-être pas remarqué, mais dans le premier épisode, ils ont pris Chewbacca, qui veut littéralement dire chiquer du tabac, et l'ont nommé Chic Tabac. Chic Tabac, là, est le copilote d'un appareil qui pourrait nous convenir. Et au lieu de Chewie, c'est donc Chico. Chico dit que vous demandez à louer un appareil pour aller à Alderaan, c'est ça? Ce qui donne l'hilarante phrase « Allez, Chico, mets la gomme !» Seigneur, j'adore les mauvais jeux de mots, mais là, c'est abusé. Cette erreur-là est majeure et a fait en sorte que toute une génération de francophones ont manqué un pont important entre la première et la seconde trilogie. Alors que Obi-Wan raconte à Luke l'origine des Jedi, il fait référence à la guerre noire. Vous avez fait la guerre noire? Le problème, c'est qu'en version originale, il fait clairement référence à la guerre des clones. You fought in the Clone Wars? La même qui fait l'élément central de la deuxième trilogie. Une grosse erreur, mais bon, on leur pardonne quand même. Il est grand, il est courageux, il a le sang chaud et il s'appelle... Anne? Ouais, ça marche pas vraiment. Je suis Yann Solo. Ah, Yann! Voilà qui est mieux. Yann! Il parle de Yann! Il y a encore une chance de sauver Yann! Une chance qu'ils ont gardé ce nom-là et qu'ils l'ont pas changé en cours de route, ça pourrait faire bizarre. Est-ce que vous êtes Han Solo? Ah ben, crotte. Non, au moins, il y a personne d'autre avec un nom bizarre. Annie?
Ben voyons. On commence à penser que les premiers traducteurs de Star Wars savaient pas vraiment parler anglais, parce que la traduction pour Jabba the Hutt est un brin tiré par les cheveux. Au sens littéral, Hutt veut dire hutte. Une hutte, ça se trouve donc dans les bois, donc en forêt, et donc... Ma tête a été mise à prix. Si je ne fais pas Jabba le forestier, je suis un homme mort. À la défense des traducteurs, le personnage de Jabba était pas encore très clair. On savait pas qu'il s'agissait d'une grosse limace de la race des Hutt. Même George avait pas l'air au courant parce qu'il avait à l'origine filmé une scène avec Jabba qui était un petit gros. Et là là. Oubliez l'étoile de la mort. Dans le premier film, la Death Star devient l'étoile noire. Tant que l'étoile noire n'est pas totalement opérationnelle, nous sommes vulnérables. Pour quelle raison? Qui sait? Mais ils ont pas gardé ce nom-là très longtemps. C'est redevenu l'étoile de la mort depuis l'épisode 6. L'étoile de la mort, c'était ça? C'est drôle qu'ils aient pas traduit Starkiller, par contre. Et la base Starkiller, c'est ça. Le nom du plus grand méchant de la galaxie implore la terreur quand on l'entend. Darth Vader. Par contre, prononcé à la française, Darth Vader. Et que je suis moins sûr. Ils ont peut-être bien fait alors de le renommer Dark Vador. Dark Vador, cette félonie porte bien votre marque. Je sais pas pour vous, mais nous, ça nous donne la chair de poule. Mais encore une fois, devinez quoi? Ça semble impossible d'être constant avec son nom. Les versions de la France ont aucun problème, c'est toujours Dark Vador. Mais au Québec, quand on a commencé à doubler les films avec la deuxième trilogie, on a pris le nom anglais. Vous répondrez au nom de Darth Vader. Et quand la troisième trilogie a commencé, on savait plus quel nom prendre. Il a trop de Vader en lui. Tu as peur de ne pas avoir la force de Dark Vador. La clarté revient dans Rogue One, mais quand même. Seigneur Vador? Informez le Seigneur Vador. Est-ce que toutes ces erreurs de traduction vous empêchent de bien profiter des films en version française? Est-ce que vous préférez original ou traduite? Commentez en bas et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres Topsicles chaque semaine. Je dois vous laisser. Faut que j'aille porter des 2R2 à Tante Beryl. Au revoir! Quand les studios Pixar ont créé le premier film en animation numérique avec Histoire de jouets en 1997, ils ont complètement révolutionné le 7e art. Faire des films avec des ordinateurs? Ben voyons donc! Mais ils nous ont prouvé succès après succès que c'était possible de raconter des histoires qu'on n'aurait jamais pu raconter auparavant. Mais vous savez, un ordinateur ça reste un ordinateur et à l'occasion, ben, il y a des bugs. Alors aujourd'hui, on va aller explorer les petites erreurs, les détails et les bugs qui ont parsemé ces chefs-d'œuvre numériques. Alors tout de suite, voici 11 erreurs dans les films de Pixar. Ah, puis on a caché un ballon rouge dans la vidéo. Je dis ça de même. Ah, le tout premier film de Pixar, Histoire de jouets. Un choix judicieux de faire un film sur des jouets. Ils bougent pas la moitié du temps puis on n'a pas besoin de voir les humains. Beaucoup plus facile à animer. Mais justement, puisqu'on parle des jouets immobiles, on sait bien que les expressions faciales des jouets ne changent jamais. C'est pourquoi tout le monde reprend la même expression quand un humain entre dans la pièce. Alors pouvez-vous bien me dire comment ça se fait que Woody a la bouche grande ouverte ici? Peut-être qu'il a besoin de respirer? Heureusement, il la ferme avant qu'Andy puisse voir quoi que ce soit, mais quand même, fais attention mon cowboy. Le film Une vie de bestiole nous emmène pour la première fois au niveau des insectes et nous montre leur train-train quotidien. Ramasser de la nourriture, creuser des tunnels, se faire intimider par les sauterelles et danser la samba. C'est pas un documentaire qui nous aurait dévoilé ça, hein? Et alors que les insectes élaborent un plan pour faire fuir les sauterelles, ils décident de construire un oiseau géant. Ça prend donc un plan grandeur nature. Et cette idée semble bonne, vite de même. Mais le problème, c'est que les ombres, ça fonctionne pas comme ça. L'ombre, normalement, serait de la même taille que la feuille. Le truc fonctionne bien si on a une lampe de bureau, mais le soleil est beaucoup trop loin. Essayez par vous-même. Allez dehors, vous allez voir qu'on a raison. Un rat dans une cuisine, quelle horreur! On veut pas de ça, c'est sale! Mais vu que c'est Rémi, le petit rat cuisinier, nous, ça nous dérange pas. Ça a tellement l'air bon quand il cuisine. Et quand il essaie de s'enfuir de la cuisine, remarquez le manche de la serpillière sur laquelle il monte. Et regardez l'ombre qu'elle projette sur le mur, ok? Regardez bien ça. Alors que Rémi se met à réparer la soupe et que la caméra tourne autour de lui, vous pouvez constater que 1. La serpillière est plus là et que 2. L'ombre est par contre toujours présente. Oups! Encore un bug! La princesse Mérida est une autre princesse qui veut pas en être une. Laissez-la tranquille avec vos questions de bienséance, d'articulation et de politesse. Allez ranger vos robes trop serrées et vos prétendants qui sont même pas intéressants de toute façon. D'ailleurs, ils sont où les prétendants? Les pères des 3 royaumes s'apprêtent à les présenter, mais ils apparaissent subitement un après l'autre.
Vous savez quand on jouait à un jeu vidéo avant et que soudainement, pouf, il y a un personnage qui apparaissait de nulle part? Ouais, ben c'est un peu ce qui se passe ici. Regardez, on va aller de reculons pour être sûr de bien comprendre. Le premier fils est directement derrière son papa, mais le plan juste avant, pas là du tout. Le deuxième fils, pareil, est placé à sa gauche, mais juste avant, il est pas là. Et puis le troisième, même affaire, il est caché derrière le gros costaud, mais les deux plans d'avant, on le voit nulle part. C'est bizarre tout ça. Ça doit être la sorcière. Quand Pixar s'est lancé dans la production d'un film sur les voitures, ils ont dû prévoir créer une tonne d'asphalte. Quoique une tonne d'asphalte, c'est pas tant que ça. Des millions de tonnes d'asphalte! Et dans la scène où Flash se perd en pleine nuit, il roule sur une route asphaltée et là, soudainement, ah! Plus de route asphaltée. Ben voyons donc, elle est passée où? D'après moi, ils ont dû la déplacer quelque part de plus important. Mais c'est chiant, regardez comment Flash a de la difficulté à partir maintenant. Buzz aime bien impressionner la galerie. Dès qu'il a l'occasion de faire une pirouette ou une cascade impressionnante, il y va. Ce qu'il nous a pas dit, le coquin, c'est qu'il a un pouvoir spécial, celui de passer à travers les objets. Ouh! Observez bien quand il passe sur la piste de course. Non? Attendez, on repasse au ralenti. Ah ah! Vous voyez? Dans la vraie vie, Buzz serait beaucoup trop gros pour passer dans la piste. En même temps, dans la vraie vie, les jouets sont pas vivants. En tout cas, à ce qu'on sache. L'introduction très émotive du film Nemo contient une petite erreur. Marlin et son épouse Corail viennent de s'installer chez eux dans une belle petite anémone. Minute, je viens de dire épouse, mais je pense pas que les poissons se marient. Bref, ils s'en vont jeter un coup d'œil à leurs œufs cachés dans un trou, sauf que le problème, c'est que dans le premier plan, on voit rien, alors que plus tard, les œufs sont remplis jusqu'au bord de la grotte. Peut-être que l'ordinateur avait pas fini de télécharger tous les œufs à temps. En tentant de rejoindre le quartier général de la tête de Riley, joie et tristesse se font guider par Bing Bong, l'ancien ami imaginaire de Riley. Disons que c'est pas nécessairement le meilleur guide. D-A-N-G-E-R, raccourci. Croyant que ça va aller plus vite, ils entrent dans la salle des pensées abstraites. Ils se transforment alors peu à peu en formes abstraites. C'est tellement épeurant que Bing Bong en perd son bras. Sauf que 2 secondes plus tard, il le perd encore! Ah ben, oups, probablement qu'un des animateurs a appuyé sur le bouton Reset avant le temps. On le sait que la famille incroyable possède de nombreux pouvoirs comme celui de prendre en feu ou de générer des boucliers psychiques. Mais un autre pouvoir qui est passé inaperçu, c'est de pouvoir passer au travers de son propre corps. Et oui, si on observe bien à quelques moments dans le film, il y a les cheveux de Hélène qui passent au travers de ses épaules et le menton de Syndrome qui passe au travers de son torse. En même temps, avec un menton gros de même... En tout cas, ce qui nous a le plus choqué, c'est une structure de béton qui disparaît complètement. Regardez bien ici, on a clairement une colonne de béton à notre gauche, et quand Elastofille attrape le wagon, hop, la colonne a complètement disparu. Une maudite chance parce que autrement, elle se l'aurait mangé en pleine face. Quand on crée un nouveau monde de A à Z, on peut comprendre que ça peut être facile d'oublier des petits détails. Comme, je sais pas moi, le reflet dans un miroir par exemple. Un tout petit détail. Ainsi, dans Monstres Incorporés, il y a une scène où Mike Wazowski se met son verre de contact. C'est drôle parce que c'est un cyclope. Mais avez-vous remarqué dans le miroir de son casier? On voit bien sa main, mais elle est vide. Où se trouve sa lentille? Oh, c'est peut-être une lentille vampire. Tu sais, on parle quand même d'un univers de monstres. Comme d'habitude, on a gardé le plus impressionnant pour la fin, et dans ce cas-ci, le plus troublant pour la fin. Vous savez qu'en 1997, faire des humains, c'était assez difficile, d'où le choix de faire un film sur des jouets. Et on n'a pas été sans remarquer que Andy était pas super cute dans les premiers films. Alors quand les animateurs ont eu à animer une fête d'enfants, ils ont sûrement été découragés sur le coup. Non mais, créer une dizaine de visages d'enfants pour une seule scène, c'était beaucoup de travail à l'époque. Et si on regarde attentivement ce plan-ci, vous remarquerez que tous les enfants ont le même visage. Andy ici, Andy là, Andy roux, Andy foncé, Andy partout. C'est quoi cet univers où tous les enfants sont identiques? Ah! Ça, c'était seulement 11 petites erreurs qu'on a trouvées. Mais vous, avez-vous repéré d'autres erreurs dans les films Pixar? Et avez-vous trouvé le ballon rouge? Commentez en bas sans oublier de vous abonner. Et pour ce qui est des erreurs de film, soyez indulgents, tout le monde en fait des erreurs. Comme moi hier, quand je me suis trompé entre la porte de la cour arrière et la porte du four. C'est dommage, je l'aimais mon chien. Depuis longtemps dans les films de Disney, quand on avait un personnage principal féminin, ça voulait dire que c'était un film
de filles. La classique histoire de la princesse qui attend son prince charmant. Même si ça a fait rêver des générations et des générations de petites filles, disons que les leçons qu'elles ont pu en tirer sont pas fabuleuses. Reste assise sur ton cul, subis ton sort et les décisions des autres et éventuellement quelqu'un va venir te sauver. Bien heureusement, les studios de Disney corrigent le tir et présentent de vrais rôles féminins forts. Réveillez-vous, les filles! On va laisser les hommes sauver l'univers? C'est hors de question. Aujourd'hui, Topsicle Cinéma leur fait honneur en vous présentant 11 filles complètement badass dans les films de Disney. Mais avant de débuter sur notre vidéo du test de Berdel, le score est encore à égalité. Comme Pink Love nous le montre ici, Rogue One fait pas vraiment l'unanimité. Si c'est pas déjà fait, allez voir cette vidéo et dites-nous ce que vous en pensez. Bref, on enchaîne. Traditionnellement, chez Disney, une reine, c'est méchant. Mais la Reine des Neiges, elle, fait fondre les stéréotypes. Troublée, confuse, effrayée, peut-être bien, mais méchante, ça jamais. Et il y a personne qui va venir la libérer ou la délivrer de quoi que ce soit. C'est plutôt elle qui va sauver les autres. Et quand sa sœur se met à tomber dans le piège des classiques de Disney, nous aimerions avoir votre bénédiction. pour notre mariage. C'est Elsa qui dit « Wow, minute, es-tu folle? » On n'épouse pas un homme qu'on ne connaît pas. Et si c'est pas assez pour vous, nous on trouve que ses talents d'architecte lui valent amplement le titre de badass. Aventureuse et intelligente, Nala est la meilleure amie de Simba et elle se laissera pas faire par aucun gars, non madame. Non seulement elle tient tête à Scar quand il prend le contrôle du royaume, mais aussi quand elle essaie de convaincre Simba de revenir et qu'il lui sort toutes sortes d'excuses, Nala met sa patte à terre et dit « Non! Ça va faire la bullshit! Viens prendre tes responsabilités, maudit niaiseux! On ne l'embine pas avec Nala! » La petite lapine de Zootopia, Judy Hopps, nous montre qu'il est possible de poursuivre nos rêves peu importe qui l'on est, d'où l'on vient ou quelles sont nos origines. Elle est agile, persévérante et très maligne. Ça s'appelle une arnaque, Trésor. En plus, elle se laisse pas faire quand son chemin croise celui d'un arnaqueur condescendant. En anglais, on dirait du mansplaining, mais en français, certains diraient pénispliqué. Bien sûr. Et ça, c'est pas du ciment frais. Bref, Judy et Nick finissent par bien s'entendre et c'est la lapine qui ramène finalement la paix dans la ville, malgré ce que pensaient ses parents. Tu vois, il faut savoir se contenter de ce qu'on a, Judy. Et quand tu n'essaies jamais rien de nouveau, tu n'échoues jamais. Moi, j'aime bien essayer des choses. Les robes, les corsets et la bienséance, c'est pas pour Mérida, princesse écossaise du royaume de Dunbroch. Mais elle, son gros problème, justement, c'est son excès de zèle et d'entêtement qui met tout le monde dans le trouble. C'est malgré tout son courage qui va tout ramener à l'ordre et qui va lui permettre de sauver tous les gens qu'elle avait elle-même mis en péril. Mais ça, c'est juste un détail, ça. Y a pas que les filles en dessin animé qui sont badass. Mia Thermopolis le prend pas très bien quand elle apprend qu'elle est en fait la princesse Amelia Mignonnette Thermopolis Reynaldo. Va chez le diable! Et malgré tout, elle apprend à faire face à ses responsabilités et devenir adulte avant le temps. Et c'est en gros ça la morale de cette histoire-là. Ça est impossible d'avoir du succès si tu t'épiles pas les sourcils. Ouais, bon, un film peut pas tout le temps être parfait sur tous les points. Qu'est-ce que tu veux? La petite Lilo est probablement l'un de nos personnages de Disney favoris. Drôle, courageuse et têtue. Ouais, bah je suis déjà dans ma chambre! Ce qu'on aime avant tout d'elle, c'est sa maturité et sa capacité à affronter les événements. Sa fascination pour la simplicité. Ils sont tellement beaux. Il faut dire que son sens de la famille nous émeut toujours autant. Elle est peut-être naïve et même un peu nounoune, réponse quand même une attitude féroce et une personnalité qui a le pouvoir d'amadouer les plus durs d'entre nous. Et en cas de danger ou de doute, elle n'hésite pas non plus à utiliser la manière forte contre ce qui est menaçant, ou même terrifiant. Burk! Difficile quand on parle d'une super-héroïne de pas la trouver badass. On s'entend, ce sont des super-héros. N'importe qui avec des super-pouvoirs est badass. Mais non seulement Elastofille est une dure à cuire, mais c'est une maman dure à cuire. Même en temps de crise, Hélène, de son vrai nom, sait garder son sang-froid et garder le contrôle sur ses enfants. Je vous prie tous les deux de garder votre calme ou je vous prive de sortie de télé pendant 1 mois. Est-ce que c'est clair? Elle est rapide comme l'éclair, discrète comme un furet et agile comme une corde à sauter. Désolé, j'ai pas trop d'inspiration pour les métaphores aujourd'hui. La poupée Cowgirl la plus énervée de tous les temps est une fille incroyable. Excitée, en quête d'aventure, elle n'hésite pas à prendre les devants. Impressionné, mon buzz? Et ce qu'on aime d'elle, c'est que même si elle est un jouet complémentaire à Woody, jamais elle n'est présentée comme étant son amoureuse ou un personnage qui devrait le devenir. Elle est sa propre héroïne et c'est même elle qui sauve le héros. Yeehaw! Cowboy! De toutes les filles de l'univers Disney, Moana vous le dira. Je ne suis pas une princesse. C'est pas parce qu'elle est fille de chef et qu'elle a un animal qui la suit partout que ça fait d'elle une princesse. Et non seulement elle se fait sauver par personne, mais c'est elle qui insiste pour aller sauver son village. Très têtue et déterminée, Moana mérite bien sa place dans notre liste. Et là, j'entends déjà les Français qui regardent notre vidéo dire « Ouais, mais du coup, nous, c'est pas Moana, du coup, nous, on l'appelle Vaiana, du coup... Ben, expliquez-nous donc ça dans les commentaires, comment ça se fait que vous avez changé son nom. On comprend pas ça, nous autres. »
On a gardé la meilleure pour la fin parce que faut le dire, Mulan c'est la plus tough des toughs, la reine des durs à cuire. Se faire passer pour un gars et mentir à toute l'armée et se mettre en danger pour sauver son père et peut-être bien la Chine tout entière, ça prend des ovaires. Et outre son courage, elle se révèle rapidement être la plus intelligente de son groupe. Elle t'écrase ça, le patriarcat sera un moyen temps. Qu'est-ce que vous pensez de cette liste? Peut-être qu'on aurait dû prendre d'autres filles? Ou peut-être que vous avez des moments fétiches de ces héroïnes-là dont on n'a pas parlé? Envoyez vos propositions et on en fera certainement un futur Topsicle. D'ici là, abonnez-vous, partagez avec vos amis et continuez d'être géniales, les filles. Les classiques de Disney ont une place spéciale dans nos cœurs d'enfants. Ils grandissent avec nous et nous transportent dans des endroits imaginaires incroyables. Par contre, une fois adulte, on se rend compte que ce qu'on croyait être un chef-d'œuvre est en fait un film rempli d'erreurs et d'incohérences. C'est le cas dans la première adaptation de Disney du conte La Belle et la Bête. Eh bien, heureusement pour nous, le grand studio de film a décidé de tout recommencer, sans oublier évidemment de corriger tous les petits trucs qui fonctionnaient pas. Alors aujourd'hui, Topsicle Cinéma analyse en détail 11 erreurs de scénario corrigées dans le remake de La Belle et la Bête. Et gardez l'œil ouvert pour une rose qu'on a cachée dans le décor. Trouvez-la vite avant qu'elle se fane. Dans le film d'animation, le prince insulte une sorcière qui, pour se venger, lance une malédiction qui durera jusqu'à son 21e anniversaire. Comme c'est également mentionné plus tard, le château passe 10 ans de vraie galère. Ok, minute. 10 ans, la rose est presque finie, donc la sorcière a puni un enfant de 11 ans? Wow, belle sans cœur, un peu extrémiste disons. Dans la nouvelle version, c'est corrigé. On voit clairement que le prince est adulte et on ne mentionne plus son 21e anniversaire, seulement que la malédiction doit être levée avant que le dernier pétale tombe. Là, la malédiction est lancée sur tout le château. Mais un château, c'est pas là pour rien. Normalement, ça implique un royaume, des sujets, un système politique avec des redevances pour les fermiers, puis des trucs comme ça. Alors le village d'à côté, eux, ils ont rien remarqué. Leur souverain a disparu tout d'un coup et il y a personne qui a pensé que ce serait une bonne idée d'aller jeter un œil. C'est curieux, ça. Eh bien, avec une toute petite phrase, cette question est réglée dans la nouvelle version. L'enchanteresse avait effacé tout souvenir de leur existence de l'esprit des gens qu'ils aimaient. Et parlant de mémoire, vous vous rappelez de Monsieur Jean au début? Bonjour, Monsieur Jean. Vous avez encore perdu quelque chose? Oui, il me semble. Le problème, c'est que je ne sais même plus quoi. Je suis sûr que ça va me revenir. Ben, ce qu'il avait oublié, c'était sa femme et son fils. Sapristi, j'en tombe des nues. Si on comprend pourquoi le prince a été maudit, c'est parce que c'était un méchant taouin égoïste, on s'est longtemps demandé qu'est-ce qu'avaient fait les habitants du château pour mériter le même sort. Non mais tu sais, Madame Samovar et Big Ben ont l'air de personnes tout à fait respectables. Ça semble un petit peu arbitraire, ça, Madame la sorcière. Allez, hop, on corrige ça dans le film de 2017. Madame Samovar explique à Belle que tous les habitants du château avaient un peu leur part de responsabilité envers le prince. Voyez-vous, lorsque le maître a perdu sa pauvre mère, son père, un homme cruel, a tout fait pour que son âme innocente devienne aussi féroce que la sienne. Et nous n'avons rien fait. Bon, je trouve ça encore un peu sévère, mais ça va, c'est plus facile à avaler. C'est pas explicitement dit à quelle époque se passe La Belle et la Bête. Le conte écrit par Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont date de 1757. Et si on se fie à plusieurs détails dans les films, dont le mousqueton de Gaston, on se situerait à peu près au 18e siècle. Alors, expliquez-moi donc dans cet extrait, qu'est-ce que fait la tour Eiffel à cet endroit? On se rappelle que la tour n'est apparue qu'au 19e siècle. Donc, comme on dirait ici, de qu'est-ce le rapport? Le réalisateur ne pouvait pas passer à côté de cette erreur et a donc remplacé la référence à la France par une blague beaucoup plus d'actualité. Oui, mademoiselle, c'est ça la France! Minute. S'ils sont en pleine Révolution française et que la bête, c'est un prince, ça veut dire que... Oh... D'après moi, ça va mal se finir, cette histoire-là. Beaucoup de critiques ont reproché à La Belle et la Bête de raconter l'histoire d'une fille qui se laisse charmer par son ravisseur. Une victime du syndrome de Stockholm, dans le fond. C'est ni romantique ni très joyeux quand on y pense. Dans la nouvelle version, Belle a toutes les occasions de se sauver, mais décide de rester quand Madame Samovar lui explique un peu plus la situation. Quelque part, tout au fond de son cœur, sommeille un prince, un simple humain qui attend que quelqu'un vienne le libérer. Puis en plus, quand elle est tannée, Belle n'hésite pas à décapiter son camp. On y croit un petit peu plus cette fois-ci.
Et justement, quand elle fout le camp du château et qu'elle se fait attaquer par les loups et sauvée par la bête, plusieurs ont trouvé curieux qu'elle était capable de soulever la bête pour le mettre sur le cheval. C'est quoi? Elle est devenue soudainement Hulk Hogan? Pour corriger ça, il suffisait pourtant d'ajouter qu'une simple petite phrase. Il faut vous lever. Et voilà, c'était pas si difficile que ça dans le fond. Puisque la malédiction dit avoir duré 10 ans, il y a bien des gens qui se demandaient d'où venait Zip. Me fait 10, maman. Parce que le petit a clairement pas 10 ans. Il y a quoi, 6 ou 7 ans? Et là, les théories les plus folles ont surgi. Est-ce que Madame Samovar a accouché en tant que théière? Par quel orifice est-ce que c'est sorti? Par le dessus? Par le bec? Est-ce qu'il y a un autre trou secret? Eh bien, ces théories farfelues ont été mises au silence par un simple plan de Miss Samovar et son petit au tout début du remake. La réponse était donc, ils ont arrêté de vieillir. Tout simplement. Est-ce qu'on est les seuls à pas comprendre pourquoi Gaston est si populaire? On s'entend, il est pas très gentil ni sympathique avec qui que ce soit. Il casse des gueules, il est colérique, il traite les femmes comme des objets, puis il tire en pleine ville. Un vrai danger public. Alors comment ça se fait que tout le monde chante sa gloire dans le pub? Faut être assez débile, me semble. Eh bien, si vous avez été très attentif durant le film, vous aurez peut-être remarqué que le fou soudoie le support du village en glissant pot de vin ici et là, et ici, et aussi ici, jusqu'à ce que tout le monde chante joyeusement des compliments à Gaston. Mais ça vaut pas la peine de faire tout ça, le fou. Tu mérites tellement mieux. J'étais autrefois du côté de Gaston, mais nous sommes un peu en froid en ce moment. Vous êtes trop bien pour lui de toute façon. Ça, c'est pas juste un problème de La Belle et la Bête. Toutes les comédies musicales en souffrent. D'où vient la musique, bâtard? Juste comme ça, les gens chantent et il y a de la musique. Dans quelle sorte de monde magique est-ce qu'on vit? Prochaine étape, vous allez me dire que les fourchettes peuvent danser? Bon, ok. C'est surtout bizarre quand Belle et la Bête dansent dans la grande salle, avec un piano qui fait rien du tout. Dans tous les cas, ils ont quand même réglé la question avec l'introduction du nouveau personnage de Cadenza, le musicien clavecin. C'est lui qui est responsable de toute l'ambiance dans le château. Quand la bête retrouve enfin Belle et s'aperçoit qu'elle est revenue pour lui, il se fait soudainement attaquer par Gaston. Alors qu'il s'apprête à succomber à ses blessures, Belle lui dit enfin qu'elle l'aime. La malédiction est enfin levée. Sauf que la malédiction disait bel et bien qu'il allait redevenir humain s'il trouvait l'amour. Ça n'a jamais dit quoi que ce soit sur une résurrection potentielle en cas d'assassinat. Il faut lire les petites lignes du contrat et je suis pas mal sûr que c'était pas dans les termes et conditions. Parce que si le prince est en pleine forme après sa transformation, ce qui aurait dû se passer en fait, c'est ça. I've still been stabbed. Alors dans le nouveau film, tout ça est justifié par l'apparition surprise de l'enchanteresse. Tada! Elle est pas niaiseuse là, elle voit bien qu'il est en train de crever. On peut donc conclure qu'elle lui a fait une petite faveur en s'assurant qu'il soit en pleine santé. Oh, elle est gentille la nouvelle sorcière. Dans le dessin animé, Belle est un petit peu suspicieuse quand la bête se transforme devant lui. On s'entend, il vient de se transformer devant elle et il lui dit « C'est moi. » Mais non, Madame garde ses réserves. Pas sûr que c'est lui. Oh, ses yeux sont pareils. Ok, là je te crois. Ça dérangeait bien des gens ça, alors dans la nouvelle version, personne dit un mot, et même si Belle réagit encore quand elle reconnaît les yeux, elle a plus l'air d'une inspectrice en train d'essayer de trouver des rats dans le fromage. C'est un petit peu mieux. Avec toutes ces erreurs qui ont été corrigées, quel est votre verdict final? Est-ce que la version de 2017 est réellement supérieure à celle de 1991? Ou bien êtes-vous de fidèles puristes qui préfèrent la version en dessin animé? Parlez-en dans les commentaires, faites-nous des suggestions pour les prochains Topsicles et n'oubliez pas de vous abonner. Là, faut que je vous laisse, il y a une vieille madame fatigante qui veut que je la laisse rentrer parce qu'il pleut. Maudite niaiseuse. Va-t'en chez vous, vieille folle! Dieu merci, nos prières furent entendues. On recevra désormais à chaque année un nouveau film de Star Wars. Une occasion à chaque année de faire un nouveau film rempli de petits clins d'œil et de références aux autres films de Star Wars afin de satisfaire les plus fans de tous les fans. Et maintenant que Rogue One est sorti en vidéo, on peut analyser chaque petite seconde et en extraire toutes les références que vous avez sûrement manquées. Alors voici un top 11 des références cachées dans Rogue One. Ceux qui suivent la série télévisée Rebels auront eu droit à quelques surprises cachées à travers le film. La série Rebels raconte les aventures d'un petit groupe de rebelles et les événements qui mèneront à la formation de l'Alliance rebelle que l'on peut voir dans Rogue One. C'est donc logique de voir apparaître ici et là les personnages de la série.
On voit d'abord le petit astrodroïde Chopper sur la base rebelle de Yavin 4. On entend également dans les intercoms un appel pour la générale Syndulla. Le général Syndulla est attendu en salle de briefing. Qui impliquerait que Hera Syndulla aurait pris du galon. Et finalement, on peut apercevoir leur vaisseau, le Ghost, à quelques reprises. Évidemment, c'était dur à manquer avec ce plan rapproché qui crie « Allô, regardez, je suis là ». Ben oui, le lait bleu est de retour. Le même qu'on peut voir dans l'épisode 4 et l'épisode 2. Tada! Rogue One est le premier film de Star Wars à afficher le nom des planètes dans chaque scène. Étrangement, la seule où ce n'est pas le cas est la planète où se trouve le château de Dark Vador. Certains l'auront deviné et ce fut confirmé par le réalisateur. Il s'agit de la planète Mustafar, là où Dark Vador fut si gravement blessé qu'il dut vivre à jamais dans son armure. Apparemment qu'il a décidé d'y ériger son domaine afin de nourrir sa haine et sa colère en étant confronté sans cesse à ses derniers souvenirs de Obi-Wan et de Padmé. Je vous déteste! Le concept du château est d'ailleurs basé sur de vieux concepts du défunt Ralph McQuarrie qui a élaboré la plupart des concepts des premiers films. La grande bataille spatiale au-dessus de Scarif met en scène plusieurs pilotes que l'on connaît déjà, entre autres les pilotes Red Leader et Gold Leader qui refont apparition avec du visuel tiré de l'épisode 4 et certains dialogues de Gold Leader qui ont été réenregistrés avec l'acteur d'origine Angus McInnes qui était d'ailleurs plus qu'excité à l'idée de reprendre son rôle. On peut également voir comment le poste de Red 5, celui de Luke dans l'épisode 4, se libère. Ici Red 5, j'ai besoin d'aide! Rogue One est un film qui respecte toutes sortes de traditions de Star Wars, comme le fait qu'on voit apparaître Z6PO et D2R2. Il s'agit des seuls personnages qui sont apparus dans tous les films de la saga. Par contre, Rogue One est le premier film qui brise tout un tas d'autres traditions. C'est le premier film où le nom Skywalker n'est même pas mentionné, le premier qui n'a pas de texte défilant au début, et le premier dont la musique n'est pas composée par John Williams. Johnny, non! On le connaît pas par son nom, mais on connaît bien les pièces du jeu de Jarek, l'espèce de jeu d'échecs version version spatiale. On le voit d'abord dans l'épisode 4, puis il revient dans l'épisode 7, et on l'aperçoit encore une fois dans Rogue One, dans la base rebelle de Saw Gerrera, mais en version beaucoup plus rudimentaire avec des pièces réelles et non animées. Il y a beaucoup de fans qui ont encore sur le cœur la prélogie de Star Wars. C'était peut-être une tentative dans Rogue One de bien relier les deux trilogies en incluant les acteurs Geneviève O'Reilly et Jimmy Smith afin qu'ils reprennent leur rôle de la revanche des Sith. Jimmy est de retour en tant que sénateur Organa, le père adoptif de Leia, et Geneviève est de retour pour reprendre le rôle de la sénatrice Mon Mothma, rôle qu'elle avait joué dans l'épisode 3 mais qui avait finalement été coupé à la version finale. Faut dire qu'on était assez content de les voir revenir. Sur Jedha, Jyn et Caspian croisent brièvement deux bandits recherchés qu'on connaît bien. Il trouve que t'as une sale gueule. Je suis désolé. Il s'agit de Dr. Cornelius Evazan et Ponda Boba qui sont recherchés et condamnés à mort à la chaîne électronique. Évidemment, puisque ça se passe avant l'incident de Mos Eisley, Ponda Boba a encore ses deux bras. Des bras d'ailleurs qui correspondent à celui qu'on retrouve par terre, mais pas attaché à son propriétaire. Hey George, dans ton édition spéciale, au lieu de faire tirer Greedo en premier, ça tentait pas de corriger ça avant? Encore une fois, sur la station rebelle de Yavin 4, on appelle le capitaine Antilles. Capitaine Antilles. Certains pensaient qu'il s'agissait du pilote Wedge Antilles, l'ami de Luke, mais il s'agirait plutôt de Remus Antilles, le même monsieur que dans l'épisode 3, et ce monsieur-ci dans l'épisode 4. Ah, c'est triste de savoir que ses heures sont comptées. Un des personnages majeurs de Rogue One est en fait lui-même un clin d'œil à la série télévisée Clone Wars, Saw Gerrera. On pouvait d'ores et déjà observer son caractère extrémiste et ses idées très arrêtées. Une grande partie de sa rage venait du fait qu'il avait perdu sa sœur lors de la guerre des clones. Peu après la sortie de Rogue One en salle, Saw est réapparu dans la série Rebels où il prend son rôle de rebelle extrémiste. On peut aussi deviner comment il en est venu à avoir besoin d'un appareil respiratoire, puisque dans la série, il se retrouve en contact pendant 2 semaines avec un gaz toxique qui a bien pu endommager de manière permanente son système respiratoire. Petite erreur par contre, dans Rogue One, Gerrera n'a plus ses yeux bleu-vert. Warwick Davis est ce petit acteur britannique que l'on connaît bien pour sa participation dans l'univers des films fantastiques et de science-fiction. Il a entre autres joué des rôles dans l'épisode 6, 1 et 7, et il revient une nouvelle fois dans Rogue One dans le costume de Whittiff, un tout petit rebelle de la race des Talpini. Hourra! On t'aime, Warwick! On dirait un tout petit grand-papa! Il est tellement cute! Et puis là, avez-vous remarqué des choses que nous, on a manqué? Êtes-vous prêts pour le prochain Star Wars, les derniers Jedi? Oh, c'est excitant tout ça. Abonnez-vous pour voir les prochains Topsicle au cinéma, parce qu'on n'a pas fini d'en faire sur Star Wars. Et que le Topsicle soit avec vous. On a beau avoir écouté les classiques de notre enfance des centaines de fois jusqu'à en avoir usé le VHS, il est inévitable que nos petits yeux chastes et purs ont dû passer à côté de toutes sortes de blagues pour adultes. Les animateurs de dessins animés sont bien connus pour laisser passer une blague qui nécessite un esprit un peu tordu pour la comprendre.
Et comme on aime beaucoup Disney, Topsicle Cinéma est allé revisiter pour vous 11 blagues sexuelles dans les films Disney. Mais juste avant de commencer, je dois vous avertir qu'on a caché une aubergine dans la vidéo. Ouvrez l'œil et commentez quand vous la verrez. Dur de choisir une seule référence adulte dans le film Hercule. Après tout, ça se passe dans la mythologie grecque où la sexualité était plus que débridée. On se rappelle que la mythologie grecque est remplie d'inceste, de relations maîtres et jeunes garçons et de plein de statues toutes nues. On imagine très bien que les scénaristes ont dû se retenir en motadine pour éviter de faire trop de blagues louches. Notre préférée reste celle dans la scène où Hercule et Phil arrivent dans la grande ville. Comme s'ils arrivaient à New York, Phil présente la ville comme sale, chaotique et pleine de gens peu recommandables, comme ce monsieur ici. Ah! Bon, les enfants ont rien compris, mais les parents ont certainement eu peur de voir un exhibitionniste qui ouvre son imperméable pour dévoiler son petit pendule. Oh. Heureusement, c'est juste un vendeur de montres. Le film Zootopia est un incroyable film familial rempli de petites blagues ici et là, surtout en ce qui a trait aux jeux de mots d'animaux. Il y en a des tonnes, mais on en parlera une autre fois. Le personnage principal de Judy Hopps vient d'une famille de lapins nombreuses, genre très nombreuses. Ton père, moi et tes 275 frères et sœurs, c'est ce qu'on fait. Et Judy n'hésite pas à insinuer des choses sur son espèce quand vient le temps de faire une blague. Évidemment. Je suis qu'un stupide lapin, mais on est doué pour la multiplication. Tu l'as saisi? Multiplication, se multiplier, se reproduire, comme des petits lapins chauds. Oh là là, faut tout vous expliquer, vous autres. Dans Santsutsu, ou vice-versa en France, on accompagne les émotions de Riley qui sont présentées sous forme de personnages. Riley et sa famille viennent tout juste d'emménager à San Francisco, la ville la plus libérale et avant-gardiste de tous les États-Unis. Un grand pont, des rues à pic et de la pizza au brocoli. Oh. Et alors que Riley tente de s'endormir dans sa nouvelle chambre, Peur lance des théories farfelues. Qu'est-ce que c'est? Un ours? C'est un ours! Il n'y a pas d'ours à San Francisco. J'ai vu un gars poilu. Il ressemblait à un ours. En anglais, un ours, c'est bear. Et dans la communauté LGBT, un bear, c'est un gros homosexuel rond et très très poilu. Comme San Francisco est bien connu pour son ouverture sur les mouvements LGBT, ce qu'a vu Riley était bel et bien un bear. Quelqu'un a commandé une pizza au brocoli? Mange-moi! Je suis bio! Des fois, les gags sont tellement subtils qu'il faut aller observer bien dans le fond du décor pour les trouver. Au tout début de Lilo et Stitch, le scientifique fou Jumba se retrouve en prison pour avoir créé illégalement Stitch. Et vous le savez, être en prison, on finit par se sentir seul et avoir peut-être des envies. Certains auront donc peut-être bien remarqué que le Dr Jumba a orné les murs de sa cellule avec des photos de jolis extraterrestres en position aguicheuse. Ouh là là! Chacun ses goûts, hein? Histoire de jouets est toujours resté pas mal propre quand venait le temps de parler d'amour et de rapprochement. On s'entend, c'est des jouets et on le sait, les jouets ont rien dans l'entrejambe. Pfiou! Mais quand Barbie et Ken se rencontrent pour la première fois dans le 3e épisode, une petite crainte s'installe. Qui n'a pas déjà joué à mettre Ken et Barbie complètement nus et les coller l'un sur l'autre? Je vous regarde. Ouais, on le sait que vous l'avez fait. Toutes vous autres, vous l'avez toutes faites. Heureusement pour nos yeux chastes, la seule chose osée qui se passe entre les deux est un subtil jeu de mots coquin. Tes collants te vont très bien. Oui, ce sont des fesses sur musique. Vous seriez peut-être surpris si on vous disait qu'il y a des blagues cochonnes dans le film Les Bagnoles. Parce que, comment veux-tu intégrer de la sexualité quand les personnages sont tous des voitures? Un mot, mes amis, métaphore. Quand Flash McQueen rencontre quelques-uns de ses fans, la plupart se mettent tous à capoter. Et il y a deux petites jumelles, d'ailleurs, qui font quoi? Oh mon Dieu! OK. Si vous êtes français, le subtil jeu de mots vous est probablement passé sous le nez. Parce que ce qu'elles viennent de faire avec leur phare, ou comme on dirait en anglais et au Québec, leur flasher, c'est qu'elles viennent de nous flasher leur boule. Ça veut dire montrer ses nibards. Ouais. C'est ça qui vient de se passer. Attention, on n'a pas fini avec les bagnoles. Oh non! Vous savez bien que quand on fait de la route, on a besoin de s'arrêter à l'occasion et de prendre une pause pour un petit pépi, un café ou pour un bon repas dans une cantine. Et apparemment qu'aux États, les cantines offrent un petit service supplémentaire. Si on se fie à l'affiche ici, les serveuses sont décapotables. Oh! 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 Qui est de plus vulgaire dans la vie qu'une mouche, hein? Ouais, bon, dans la vraie vie, une mouche, ça parle pas. Mais dans une vie de bestiole, c'est les mouches qui sont les plus vulgaires. Il va sortir de scène, oui, gros incapable! Assistant à l'échec qu'est le spectacle de clown Fleur et de clown Bourdon, une des mouches décide de lancer une remarque à la jolie coccinelle. Hé, la jolie, tu veux polliniser avec un vrai insecte? La comprenez-vous? Parce que du pollen, c'est du sperme de fleur.
En tout cas, Doris, lui, a compris l'insinuation. T'arracher les poils de la tête un par un. Et c'est pour voir. T'as le choix du lieu. Ouais, t'as le droit de choisir l'endroit où tu vas mourir. Laisse-moi m'occuper de ça, Doris. C'est pas des façons de parler à une dame. Je t'ai entendu, Brady. Celle-ci est vraiment difficile à vérifier parce que non seulement le gag apparaît seulement une fraction de seconde à l'écran, mais le film a subi un rappel de la part de Disney quand ils s'en sont aperçus. Revoir ces images-là est donc un foutu défi. Imaginez-vous donc que dans le premier épisode des aventures de Bernard et Bianca, les animateurs ont subtilement glissé une image d'une dame nue. Ben voyons! À l'époque, fallait être tout un pro du bouton pause sur le VHS parce que l'image apparaît vraiment pas longtemps. Mais bonne chance pour la retrouver aujourd'hui, vous ne reverrez plus jamais ça dans les éditions modernes du film. Le film Les Incroyables se passe dans un univers parallèle où certaines personnes sont dotées de pouvoirs surnaturels. Super vitesse, super force, super glace et bien d'autres. Il y a aussi Elastofille qui est très souple et n'hésite pas à faire des allusions à son futur mari. Mais on pourrait partager si vous voulez. Je travaille seul. Moi je crois que vous devriez être un peu plus flexible. Oubliez vos fantaisies de gymnaste tout le monde. Elastofille, c'est bien mieux. Le petit Mouchou, dragon protecteur de la famille de Mulan, aimerait bien avoir un rôle plus impressionnant au sein de la famille. Ainsi, quand il prend sur lui d'aller sauver Mulan, il n'hésite pas à gonfler un peu son CV. Je suis le gardien des âmes perdues. Je suis le très puissant, le très plaisant et l'indestructible Mouchou. Il va même jusqu'à s'inventer de nouveaux pouvoirs. Mes pouvoirs dépassent tout ce que tu peux imaginer. Par exemple, mes yeux arrivent à transpercer ton armure. Oh! Mais quel petit pervers! Mais en même temps, il avait raison. Il passe le reste du film sous ses vêtements. Je fais pas le truc avec la langue. Venez pas dire qu'on a gâché votre enfance. On le sait que vous auriez très bien compris vous aussi si vous aviez réécouté ces films-là une fois adulte. Et puis, dites-nous donc, vous avez trouvé l'aubergine? Non? Ben vite, allez la trouver et abonnez-vous à notre chaîne pour encore plus de Topsicle chaque semaine. Salut, j'ai quelqu'un à aller polliniser... j'ai une fleur à aller polliniser. Oui, c'est ça. Bye! Tout le monde aime Spider-Man, et les studios l'ont bien compris au début du siècle. Êtes-vous excité de cette troisième mouture cinématographique de l'homme araignée? Parce que nous, oui! Mais comment bien profiter du sixième film mettant en vedette le gentil ado au costume moulant quand on ne connaît pas les petites références et clins d'œil aux premiers comics? Ne vous inquiétez pas les Topsicleurs, on le sait que comme nous, vous êtes pas nerds à ce point. Alors on a réuni pour vous 11 détails vraiment trop geeks dans les films Spider-Man. Et attention, vous voyez cette araignée radioactive? Eh bien on en a caché une pareille dans le vidéo. Commentez quand vous la verrez, faut pas vous faire piquer. Les deux séries de films sur Spider-Man s'entendent toutes les deux sur l'origine des pouvoirs, du moins sur la cause des pouvoirs de Peter Parker. C'est une araignée radioactive, ça c'est clair. Par contre, dans la saga avec Tobey Maguire, c'est dans une exposition scientifique qu'il s'est fait piquer. Alors que dans la série avec Andrew Garfield, c'est lors d'une visite étudiante dans les bureaux d'Oscorp alors que Peter va s'aventurer dans des bureaux top secrets. Un petit peu plus logique si vous voulez mon avis. Par contre, c'est la première version qui se rapproche le plus de l'original. Dans les comics, c'est bien dans une exposition scientifique que Peter se fait mordre et qu'il gagne ses pouvoirs. Sauf celui de lancer l'étoile. Et l'étoile, parlons-en! Dans les premiers films, l'étoile lui sortent direct des poignets. Arc. Alors que dans les deux nouvelles séries, il s'agit d'un accessoire que Peter fabrique lui-même. Alors qu'est-ce qui est vrai? Eh bien, dans la plupart des comics de Spider-Man, l'étoile proviennent d'un appareil mécanique. Il n'y a que dans les années 2000 qu'une histoire de Spider-Man a raconté comment Peter a fini par développer des toiles d'araignée naturelles, mais c'était quand même après avoir lui-même développé son propre gadget. D'ailleurs, les toiles de Spider-Man, il doit y en avoir partout en ville, non? Il veut aider ses concitoyens, mais il salit la ville au fur et à mesure qu'il se promène. Eh bien, rassurez-vous, ça a été clarifié dès les premiers exemplaires de la bande dessinée. Les toiles artificielles de Spider-Man ne durent qu'une heure, après laquelle elles se dégradent et disparaissent. Avant les populaires films, saviez-vous qu'on avait essayé de faire une série télé dans les années 70? Et ouais, c'était pas super génial, les années 70 étant pas reconnus pour leurs super effets spéciaux. Surtout quand on doit raconter l'histoire d'un super-héros acrobate. Oh mais regardez à quel point c'est excitant voir Spider-Man grimper sur le mur. Hi, j'ai des frissons. Bref, même si la série avait relativement de bonnes cotes d'écoute, les studios ont tout arrêté après seulement 13 épisodes. Pas d'inquiétude les Topsicleurs, vous pouvez aller tout écouter en ligne. En tout cas, si vous avez envie. Mais ça nous surprendrait. Fac là, c'est qui la vraie copine de Peter Parker? C'est Mary Jane ou Gwen? Ou les deux? Et dans quel ordre?
C'est jamais la même chose d'un film à l'autre. On est tous mélangés. Alors clarifions ça. Dans les comics, c'est avec Gwen Stacy qu'il vit sa première relation amoureuse. Puis après que, attention, on dévoile un punch! Après que Gwen meurt, c'est à ce moment qu'une relation avec Mary Jane va se profiler à l'horizon. Dans le nouveau film, ils ont décidé de ramener la première fille qui a fait renverser le cœur de Peter. Qui ça? Liz, ou bien Elizabeth Allen, qui est apparue pour la première fois en 1963. Et pour les futurs films, comme ça change tout le temps, inquiétez-vous pas, il y a une liste interminable des copines de Peter Parker. Felicia Hardy, Kitty Pryde, Silk, Silver Sable, Betty Brant et bien d'autres. Un sacré séducteur, ce Peter. Ce qui nous emmène à notre prochain détail, le fait que les fans trouvent Spider-Man pas assez nerd. Dans la mémoire des gens, Peter Parker était vraiment un rejet à l'école, un petit nerd maigrichon qui se camouflait parmi la foule. Et cette info-là est bel et bien vraie au début, avant la transformation. Mais avec ses nouveaux pouvoirs, Peter a acquis beaucoup de confiance en soi. Et je le comprends, moi aussi avec un corps de même, je deviendrais beaucoup plus en confiance. Après seulement quelques numéros des comics, Peter a déjà retiré ses lunettes et est devenu quelqu'un de très populaire à son école. Il a même battu son ancien rival Flash devant toute l'école. Alors, rejet? Non, pas tant que ça. En voyant le nouveau costume dans la nouvelle bande-annonce de Spider-Man, bien des fans ont vu là un hommage au premier comics parce que, en effet, le tout premier costume de Spidey de 1962 comportait des toiles d'araignée sous les aisselles. En plus, à l'origine, il était non pas rouge et bleu, mais bien rouge et noir. 4 ans plus tard, les toiles sous les bras ont été oubliées et le noir est devenu bleu. Mais là, tout le monde se demande à quoi vont servir les ailes de Spider-Man dans le nouveau film? C'est peut-être juste décoratif? Ou peut-être qu'il peut planer? Oh, comme un Paul à touche! Oh oui, c'est cute ça, des Paul à touche! Ceux qui sont moins familiers avec l'univers des comics Marvel ne savent peut-être pas que Spider-Man, je suis désolé de vous l'apprendre, est décédé. Plusieurs fois. Parce que dans l'univers des bandes dessinées de super-héros, quand on meurt, c'est généralement juste une excuse pour vendre plus de copies alors qu'on sait de toute façon que le héros va revenir plus tard. Sachez donc que notre chère araignée est morte plus de 8 fois sous la forme telle qu'on le connaît, et tenez-vous bien, 17 fois dans des univers parallèles. Inquiétez-vous pas trop si Peter finit par mourir dans les prochains films. Je pense pas que ça va arrêter les studios. Mine de rien, on n'a jamais vraiment su qu'est-ce que faisaient les parents de Peter, Mary et Richard Parker. Dans la série L'extraordinaire Spider-Man, on apprend que le père de Peter était un scientifique et que c'est même lui qui était responsable des pouvoirs de son fils. Mais autrement, tout ce qu'on sait d'eux, c'est qu'ils sont morts dans un écrasement d'avion. Toutefois, dans les comics, on apprend qu'ils étaient des agents de la CIA recrutés par nul autre que Nick Fury. Et parmi leurs nombreuses missions, ils ont déjà sauvé Wolverine. Wow! Hey, arrêtez de refaire encore et encore des Spider-Man, nous on veut un film sur ses parents. Dans les bandes annonces du nouveau Spider-Man, on peut clairement voir le personnage du Vautour, un super méchant bien connu de l'univers des comics de Spidey. Toutefois, faut dire que le costume dans le film a l'air un peu plus badass que dans la BD. Dans la bande dessinée, c'est un peu trop littéral, à notre avis. Arc, il pense qu'il va faire peur à du monde avec ce costume-là? On veut pas en dire trop sur ce personnage d'un coup qu'on gâcherait une surprise du film, mais on s'en reparle plus en détail après la sortie en salle. On a toujours été surpris de voir Peter Parker, un ado de 17 ans, réussir à se construire des costumes aussi évolués que ceux qu'il porte dans les films. On comprend que cet enfant-là, c'est un génie, mais quand même, il est pas milliardaire comme Bruce Wayne. C'est pourquoi dans les films de Marvel, ils ont expliqué ça en impliquant Tony Stark dans l'histoire. Mais saviez-vous que c'est pas le premier costume offert par Tony Stark à Peter Parker? Dans les comics, quand Spider-Man a joint l'équipe de Iron Man dans la guerre civile, il portait bel et bien un costume offert par Tony Stark, qui avait d'ailleurs les couleurs de Tony. Et comme c'est un costume de Stark Industries, il y a plein de gadgets dont des bras araignées qui apparaissent de nulle part. Un brin tiré par les cheveux, non? En même temps, on parle d'un gars qui colle au mur, donc... Ouais, ok, c'est correct. Est-ce qu'on vous a appris de nouvelles choses sur l'homme araignée? Est-ce qu'on a fait des erreurs? Ou bien avez-vous des petits secrets de geek à nous confier? Commentez à fond dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à Topsicle Cinéma pour des vidéos formidables à chaque semaine, tout en nous suggérant de nouveaux sujets pour les futurs Topsicle. Sur ce, je quitte, je dois aller sauver la ville. L'araignée, star de cinéma admirée. Les studios aiment l'argent, donc ils refont Spider-Man avec Tom Holland. Attention, car l'araignée est là, encore. Dans tous les personnages de la série Harry Potter, si je vous dis Sassy et gracieux, intelligent et fabuleux, chevelure à couper le souffle et attitude au plafond, vous pensez à qui? Mais non, franchement, pas Cho Chang, mais Dumbledore, bien sûr.
Le directeur de Poudlard a plus d'un tour dans son sac, du toupette et surtout une barbe qui fait des jaloux. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va visiter les 11 moments où Dumbledore était en feu! Première année à Poudlard, Harry commence à peine à connaître Dumbledore qu'on peut déjà constater du gros favoritisme. Les Serpentards sont en train de gagner la Coupe des Quatre Maisons pour une énième année consécutive. Oui, bien joué, Serpentard, bien joué, Serpentard, toutefois. Bien joué, Serpentard, mais devinez quoi? Manger un char de marde, c'est Gryffondor qui gagne pareil! Gryffondor gagne ce soir la Coupe des Quatre Maisons. Oh yeah, c'est qui le boss? C'est Albus! On ne niaise pas avec Dumbledore, même quand t'es le ministre de la magie. Fudge essaie d'empêcher Albus de venir porter défense à Harry en changeant l'heure de la comparution en cours, mais qu'à cela ne tienne, Bus est là! Vous avez reçu le message que l'heure et l'emplacement de l'audience avaient été changés, n'est-ce pas? J'ai dû le manquer, mais par une bévue heureuse, je suis arrivé au ministère 3 heures à l'avance. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Damn, Dumby, t'aurais fait tout un avocat! On le comprend assez vite, Dumbledore est une personne importante. Directeur, membre du Mange-Magot, récipiendaire de l'Ordre de Merlin de première classe, a découvert les 12 utilisations du sang de dragon et j'en passe. On pourrait même ajouter à la liste un petit peu prétentieux. De temps à autre, Albus n'hésite pas à se vanter de ses accomplissements. Ces jeunes gens n'ont tenu aucun compte du décret sur la restriction imposée aux jeunes sorciers. De sorte que... Oh, mais je connais fort bien nos moindres règles, Severus. J'ai rédigé certaines d'entre elles, rappelez-vous. Oh, pardon, monsieur. J'avais oublié que je parlais au directeur de Dans ta face école de sass et attitude. Ta gueule, bitch, tu t'assois. Parlant de se vanter à outrance, ce premier moment d'intimité partagé avec Harry mérite bien sa place ici. Harry vient de vaincre Voldemort pour la 2e fois et demande au professeur Dumbledore comment il a fait pour récupérer la pierre philosophale du miroir du Rizel. Tu sais que seule une personne qui voulait trouver la pierre, pas s'en servir, pouvait la prendre, tu saisis? Ça, c'est une de mes plus brillantes idées. Et puis entre toi et moi, ça t'en dit long, pas vrai? Excuse me? Excusez, pardon. Albus Dumbledore, out! Bon, ok, une petite pause d'attitude pour une des meilleures citations de Dumbledore. Parlant des détraqueurs qui envahissent Poudlard pour la 3e année de Harry, Albus nous rappelle ceci. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur, et même aux instants les plus sombres. Il faut juste ne pas oublier d'allumer la lumière. De 1, c'est une très belle citation, et je veux m'en rappeler à chaque fois que je fais une dépression. De 2, dude, comment tu fais ça avec la chandelle? C'est tellement cool! En plus de toutes ses autres qualités, Dumbledore n'a peur de rien. Il se sacrifie volontiers pour consommer l'espèce de poison qui donne des brûlements d'estomac, ou des gaz, je suis pas sûr. Et malgré le fait qu'il a l'air d'être sur le point de mourir, il se lève et sauve Harry des inféries en jetant un sort pas piqué des vers. Mais il est en feu, mesdames et messieurs! Forcément, quand on est un personnage vieux et sage de Fantastique, on se doit de parler en énigme et ne donner que la moitié des informations demandées. Un mystère, le temps, n'est-ce pas? Et quand on joue avec, dangereux. Vous connaissez la loi, Miss Granger. Que personne ne vous voit. 3 tours devraient faire l'affaire. Dans le doute, j'ai souvent constaté que revenir sur mes pas est un bon point de départ. Bonne chance. Certains diront que c'est l'effet dramatique du film et de la révélation des événements qui demandent ça. Moi, je dis que c'est juste pour nous énerver. Il est libre. On a réussi. Réussi quoi? Bonne nuit. Regarde s'il est content de son coup, là. C'est ça, va donc plus loin rire dans ta fantastique barbe. On aime ça, les anecdotes par rapport de Dumbledore. Et comme on essaie de vous le démontrer depuis tout à l'heure, Dumbledore aime bien foutre le trouble partout où il va, parce que qui se frotte à Albus s'épique. Je n'ai jamais aimé ces rideaux. En 4e année, j'y ai mis le feu un jour. Déjà qu'il est plein d'attitude à 112 ans, imaginez de quoi ça avait l'air quand il avait les hormones dans le tapis. Albus Dumbledore, c'est aussi un fin manipulateur. Il sait très bien comment avoir ce qu'il veut, même quand les gens sont très réticents. Je connais la raison de ta visite, Albus. Et je dis toujours non. Ma réponse est absolue et sans équivoque, c'est non. Ainsi, quand il veut demander à Horace Slughorn de redevenir maître des potions à Poudlard, il le laisse seul avec Harry, sachant très bien que l'envie d'ajouter Potter à sa collection d'élèves célèbres aura le meilleur de lui. Et il réussit ce coup de maître en nous révélant qu'il tricote. J'aime bien tricoter sur modèle. Ben voyons donc, je l'admire encore plus! On se demande qu'est-ce que Dumbledore connaît à l'amour.
Son seul et unique amour s'est avéré être l'un des plus grands mages noirs de tous les temps. Hashtag Grindelwald. Ça ne l'empêche pas de commenter lorsque l'amour adolescent se met en scène sous ses yeux. Oh, comment si jeune et éprouver de l'amour le venin. Encore des énigmes et de la poésie. So fab, Alb. On a gardé le meilleur pour la fin, évidemment. Si tout ce qu'on vous a montré précédemment ne vous a pas convaincu, on ne peut que le répéter une dernière fois. On n'embête pas Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Vous semblez avoir cette fausse impression que j'allais... Quelle était la phrase? Suivre sans histoire? Eh bien, je vais vous dire ceci. Je n'ai pas la moindre intention d'aller à Azkaban. Ça suffit. Emparez-vous de lui. J'ai jamais vu quelqu'un dropper le mic aussi bien que ça. Vous ne l'aimez pas, monsieur le ministre, mais vous devez avouer que Dumbledore a du style. Wow! Vous avez écouté toute la compilation? Ah, je suis impressionné là. Je vais être bien honnête, je me suis endormi à moitié. Après 1 an, on est maintenant plus de 50 000 à partager notre passion pour le cinéma. Combien de temps vous pensez avant qu'on devienne 100 000? Partagez avec vos amis, suggérez-nous des sujets de capsules pour l'année à venir, parce que les Topsicles, il va y en avoir! Ah, ça oui!